Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Médon, je suis chez Arcserve depuis 7 ou 8 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la baie de stockage OneSafe. Alors, ce que c'est la baie de stockage OneSafe, c'est surtout une baie qui va vous donner de l'immuabilité au niveau de vos données. Donc, on va commencer tout de suite. J'espère que vous entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Je pense que oui. Hop. Donc, petite chose, mais ça, c'est tout le monde est au courant de la situation du stockage. Aujourd'hui, la période du stockage est en croissance continue et voire même exponentielle. Aujourd'hui, un client en général va doubler tous les 2, 3 ans son stockage. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les données non structurées. C'est-à-dire que c'est l'exponentialité que vous voyez, la courbe verte, qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse pas, disons que c'est pas, on va dire, l'objectif, c'est les données structurées qui sont ici, qui sont plutôt linéaires, qui sont, on va dire, entre guillemets, sont gérées. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les données non structurées, tout ce qui est, on va dire, aujourd'hui, les données non structurées. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est que plus de données ont été créées depuis les 2 dernières années que toutes les années passées. Ça montre, on va dire, l'urgence de la gestion des données aujourd'hui. Il y a un petit document, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller le retrouver, c'est Seagate Data Edge 2025. Donc il est de 2017, mais bon, disons qu'il y a des informations très intéressantes. Entre autres, vous avez la fameuse courbe qu'on a vue tout à l'heure qui la confirme, c'est l'exponentialité des données, le stockage explose. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on entend aussi dire que le SSD va remplacer les disques durs. Alors la réponse est oui, mais pas tout. Il y a une petite nuance à avoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on voit le remplacement du SSD de façon progressive, mais c'est uniquement sur les 10K et les 15K. Pourquoi les 10K et les 15K? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché du stockage, les 10K et les 15K sont surtout liés aux données structurées, c'est-à-dire c'est les IO, c'est ce qui va nous chercher les bases de données, c'est qu'on va mettre, on va dire, les disques adaptés. Et pour mettre des disques adaptés, aujourd'hui, c'était les 10K et les 15K pour avoir un maximum d'IO. Aujourd'hui, ces disques-là, ils sont remplacés par les SSD. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, une partie va être remplacée, mais on ne va pas tout remplacer. Aujourd'hui, ce que vous voyez en bleu foncé, ça reste encore les disques capacitifs qui sont là pour surtout les données non structurées. Et entre autres, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est sauvegarde. Ce qui va être intéressant, c'est que pourquoi on va dire c'est pas remplacé, c'est que le stockage est juste une question de coût. Le jour où le SSD sera équivalent, voire même moins cher que le disque dur, oui, là, tout sera en bleu clair, on n'en parlera plus. Là, il n'y aura plus, on va dire, de positionnement de disque dur ou voire disque SSD. Donc aujourd'hui, on est en 2023, on est encore sur un positionnement, on va dire, de stockage sur du SSD et du disque dur. Donc le fléau du ransomware, je vais pas en parler parce que je pense que tout le monde est au courant parce que si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous êtes aussi alerté par ce fléau. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors, quand on a, on va dire, des ransomware, la dernière ligne de défense, c'est la sauvegarde, d'où la présence ici. Alors pourquoi la sauvegarde? C'est que depuis quelques années, ça fait maintenant 3-4 ans, on commence à voir que les NAS de sauvegarde sont de plus en plus attaqués. Ça devient, on va dire, la cible des hackers. Pourquoi? Parce que dès lors que vous êtes attaqué, dès lors que les sauvegardes sont inopérantes, bah, vous êtes obligé de payer. Sachant que l'objectif des entreprises, c'est de ne pas payer pour être, on va dire, capable de restaurer leurs propres données. Donc vous avez bien compris qu'il faut effectivement avoir une sauvegarde saine pour pouvoir restaurer. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Donc, alors, je ne suis pas contre Vim, mais disons que Vim est un des leaders. Donc, en fait, quand vous voyez, on va dire, des messages là, ça fait un peu mal. Quand on voit que le ransomware Conti veut la peau de Vim, c'est la situation aujourd'hui. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est que fait-on pour pallier à ce problème? Parce que là, c'est marque Vim, mais ça peut être tout autre éditeur, Arxer par exemple. Hop, pardon. Ah, voilà. Et donc, en fait, ce qui va m'intéresser, moi, c'est quels sont les artifices que l'on peut mettre en place en termes d'architecture pour pouvoir se préconiser, enfin, se protéger au mieux des ransomware. Et ce qui en ressort de cet article-là, c'est l'immuabilité, donc des sauvegardes immuables. Et effectivement, la règle des 3-2-1, c'est d'avoir la notion de air gap. C'est-à-dire 3-2-1, c'est 3 copies de médias, une copie externalisée.
Ces deux éléments sont primordiaux sur une nouvelle architecture. La copie externalisée n'est plus une option. Aujourd'hui, on se doit d'avoir une copie externalisée sur un load data center, sur une cartouche, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait une notion de air gap. Je reviens un petit peu sur Vim parce que c'est un des leaders de la sauvegarde et sur lequel nous, on va s'appuyer en termes d'amélioration. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi des correctifs qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de janvier. Alors, c'est peut-être un peu vieux. Il y a un malware nommé Vimp, en fait, qui a été corrigé, les vulnérabilités ont été corrigées. Et en fait, il faut bien vous vérifier que vous êtes non plus en version 10 et 11, mais en 10A et 11A. À savoir que la version 9.5 n'est pas concernée. Donc, il est fortement conseillé de monter en puissance en termes de version. Ce qui va être intéressant sur ce cas, c'est la ville de Palerme qui a été attaquée par vSociety, un ransomware. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pourquoi nous, on l'a appris sur le net, et en fait, ils ont été cryptés par leur serveur de sauvegarde VMware a été crypté, mais par chance, ils avaient encore, on va dire, en parallèle, un deuxième outil de sauvegarde qui était ArcServe Backup, qui est la sauvegarde sur banc. Et en fait, pour la petite histoire, ils ont été capables de restaurer leur environnement grâce à ArcServe. Donc, l'idée encore, c'est de voir que le multicopie est très important dans une architecture. Témoignage d'entreprise, ça c'était il y a c'était quand ça? C'était il y a 15 jours, je crois. Il y a 15 jours, je vous invite à aller sur Radio France, c'est un podcast sur les pieds sur terre, sur les cyberattaques. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez entendre, on va dire, des cas de récits de deux sociétés qui ont été, on va dire, enfin deux sociétés. L'hôpital de Corbeil, c'est pas une société, mais disons que c'est on va dire un institut qui se sont fait crypter. Et là, en fait, ils expliquent comment ça s'est passé après le cryptage, comment ils ont réussi à s'en sortir et comment ils ont mis en place, on va dire, des politiques de cyberattaque. Donc, vous avez Manutan et vous avez aussi l'hôpital de Corbeil. Donc, si vous avez, ça dure 30 minutes, si vous avez 30 minutes, je vous invite à lire ce podcast. Donc, les hackers, ils ont un coup d'avance. C'est comme si vous jouez aux échecs et les hackers, ils jouent avec les blancs. Donc, l'idée, c'est d'anticiper les problèmes et d'être plus fort qu'eux. Donc, la règle à suivre, mais ça, je vais appeler immuable, mais c'est de tous les temps dans la sauvegarde, c'est la règle des 3, 2, 1. Alors, on a rajouté le 1, 1. Le 1, c'est l'immuabilité. On peut très bien faire 3 copies, 2 médias différents, une copie externalisée, et vous pouvez aussi la rendre immuable sur un autre data center. Mais vous pouvez très bien rester en 3, 2, 1 et mettre l'immuabilité sur la copie externalisée. Vous avez tout type d'architecture, mais l'idée, ça va être du multicopie. Vous le faites comme vous voulez, vous pouvez mettre sur bande, vous pouvez le mettre autrement, mais disons que l'idée, c'est de mettre multi-copie avec des versions différentes. Donc, le portfolio ArcServe, je ne vais pas m'éterniser sur le portfolio. Par rapport, on va dire, au portfolio, on va se retrouver sur l'immuabilité, la baie de stockage OneSafe, qui se retrouve en plein milieu, en centrale du portfolio. Là, vous avez aussi les parties appliance UDP qui permettent, on va dire, la sauvegarde avec le logiciel ArcServe. Et vous avez aussi, après, ça c'est pour autre chose, c'est le SaaS Backup qui est la partie sauvegarde cloud to cloud. C'est-à-dire Office 365, comme vous savez, c'est pas sauvegardé. Donc, on est capable de vous sauvegarder cloud to cloud votre environnement Office 365, Google Workspace, Salesforce. On en a une petite série. Donc, on va plutôt s'orienter sur la B1SAFE, comme vous voyez là. Et donc, alors, un petit historique. Alors, OneSafe, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. En fait, OneSafe, il a commencé en 2013. C'est-à-dire que c'est une société américaine, californienne à Sunnyvale qui a créé, on va dire, la notion de. Alors, on l'appelle OneSafe aujourd'hui. Il s'appelait OneBlocks. Il y a eu un changement de nom, mais c'était OneBlocks à l'origine. La société s'appelait Exablocks, ce qui a été acheté par StorageCraft. Et StorageCraft a fusionné avec ArcServe il y a 18 mois, voire presque 2 ans maintenant. Et donc, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire toute la série, mais disons qu'aujourd'hui, on est sur la nouvelle génération 45, la série 4005. On était l'année dernière sur la série 4004. Alors, pourquoi on changer? Parce qu'en fait, on va s'appuyer sur de l'hardware. C'est de l'OEM. Et là, aujourd'hui, la 4005 est basée sur du Dell. La 4004, c'était aussi du Dell. La précédente, la 4003, c'était sur du Supermicro. Donc aujourd'hui, en fait, on évolue.
sur du hardware, on va dire, existant, des serveurs existants. Donc, comme vous avez compris, la 4005 dont on va parler, même la génération précédente 4004, était sur la même gamme. Pourquoi on a changé? Parce que Dell aussi change ses gammes de serveurs et donc on est obligé de, entre guillemets, de suivre. Mais au terme de firmware, ça reste compatible. Alors, ce que fait OneSafe, c'est en fait c'est un NAS en mode objet. Donc c'est simple, c'est du scale-out, c'est plus du scale-up. Je vais pouvoir monter, on va dire, en parallèle au niveau du réseau mes châssis. Je peux commencer petit, je peux finir grand. On va avoir dans le châssis la possibilité de répliquer d'un cluster à un autre. On va être capable de faire de l'encryption à reste au niveau du cluster. Le management va plutôt être basé sur le cloud, mais si vous voulez avoir votre console en mode private, directement en local, vous pouvez aussi l'avoir, vous avez le choix. On fait du multiprotocole, donc aujourd'hui on fait du SMB NFS. On a la compression globale, on a la déduplication globale, et on a le fameux Immutable Snapshot qu'on va appeler le CDP, Continuous Data Protection. C'est ce qui va, on va dire aujourd'hui, rendre les données immuables. Donc, une architecture scale-out, qu'est-ce que c'est? C'est du distribué. Alors, ce que vous connaissiez, enfin, ce que vous connaissez, ça arrive toujours, hein, c'est Exclusive About Channel, qui sont c'est considéré comme du SAN. Le NAS, en fait, c'est du SMB NFS. En fait, c'est un serveur de fichiers qui est entre les deux, entre votre stockage et vos applications. Vous connaissez aussi le fameux Object Storage, le mode objet des GAFA, enfin, surtout AWS, Google. Ils ont une interconnexion en fait par rapport aux applications avec une API. Et ben nous en fait, ce qu'on va faire, on va faire l'interface, enfin on va faire un mix des deux. C'est-à-dire qu'on va on va avoir une baie de stockage en mode objet, mais disons qu'on va avoir une gateway et une gateway qui va être s'interfacer au SMB NFS. Ce qui veut dire, c'est que toutes vos applications SMB NFS sont candidats à la baie. Ok? C'est une baie qui est agnostique. Pourquoi de l'objet? Parce que les objets sont persistants et immuables dans le système distribué. Comment ça fonctionne? C'est simple. Les données sont divisées en objets, sont compressées, dédupliquées et distribuées sur 3 disques différents. C'est du copy 3 par défaut. Okay, ce que vous connaissez avec des systèmes comme Nutanix qui sont répartis avec par contre des ressources CPU et mémoire, nous on va faire uniquement la partie stockage. D'accord? De l'hyperconvergence, on va dire c'est de l'hyperconvergence-like, sauf que c'est uniquement lié au stockage. Alors comment ça fonctionne? Parce que là, en fait, effectivement, je vous ai parlé d'objets, donc on ne va plus parler de RAID. Le RAID, entre guillemets, dans la baie, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va travailler en objets. C'est-à-dire que là, les objets, ils sont copiés sur les disques différents, sur 3 disques différents. Et en fait, avec les métadatas qui sont mis sur des disques flash à l'intérieur du serveur, en fait, il va être capable de dire où se trouvent les données. Admettons que le disque 3 est tombé. Le disque 3 est tombé, je connais les objets qui sont sur ce disque-là parce que je connais les métadatas. Je regarde les métadatas du disque 3 et je vais aller les recopier ailleurs pour toujours avoir 3 disques différents. Je vais changer le disque. Dès lors que je vais rajouter le disque, automatiquement le système va redistribuer de la donnée. Peut-être pas les mêmes, mais du moins il va redistribuer pour toujours avoir 3 copies différentes sur des disques différents. Okay, ce qui va être intéressant aussi, alors je vais revenir un petit peu là, ce qui va être intéressant, c'est que par rapport, on va dire, à du RAID, les disques ne se parlent pas. On ne parle plus de reconstruction, on parle de copie de fichiers. Donc, ce qui va faire la grosse différence, qu'on va en parler de temps de reconstruction sur des disques de grosse volumétrie. Que se passe-t-il quand on rajoute un nœud? En fait, vous arrivez, mettons, à 80% du stockage de la première baie. Vous voulez, c'est le cas de beaucoup de nos clients qui commencent avec une baie, après ils rajoutent du stockage 2-3 ans après. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, vous allez rajouter au niveau du cluster, vous allez faire ajouter nœud au niveau du cluster, et automatiquement, les données vont se distribuer. Donc là, le cas, c'est un cas, on va dire, idéal dans le sens où j'ai un seul châssis, mais j'en rachète 2. En fait, vous allez pouvoir, on va dire, avoir une donnée sur chacun des châssis. Donc là, je peux perdre dans cette architecture-là jusqu'à 2 disques ou alors 2 châssis complets. Le maximum que vous pouvez avoir, parce qu'on va voir la question, le maximum c'est jusqu'à 7. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de nœuds dans un cluster, c'est jusqu'à 7 châssis. La notion de réplication, alors effectivement, on va répliquer de cluster à cluster.
et c'est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas répliquer le cluster en totalité, on va répliquer le cluster au niveau des partages. Donc, si vous avez des partages critiques, moins critiques, et la stratégie est de dire, OK, mais les partages stratégiques, je veux les copier sur un deuxième site, bah, vous allez pouvoir le faire. Le partage qui n'est pas critique, vous dire, bon, celui-là, je peux le laisser uniquement en local. Vous allez pouvoir faire de façon granulaire au niveau des partages de la copie sur un ou plusieurs sites. C'est bidirectionnel et c'est asynchrone. Donc, ce qui va nous, enfin, ce qui n'est pas non plus une option, parce que c'est intégré au niveau de la baie, c'est à vous de l'activer ou pas, c'est la notion de snapshot. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler aussi le continuous data protection, ou en français, la protection des données en continu. Donc, c'est du snapshot. Alors, ce n'est pas le snapshot que vous connaissez peut-être sur d'autres baies, où c'est toutes les 15 minutes ou toutes les minutes. Là, c'est vraiment quand il y a du trafic. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de trafic, il n'y aura pas de snapshot. Dès lors que vous allez commencer à écrire sur la baie, il va snapshotter de façon toutes les 90 secondes durant la première heure, ensuite par heure, par jour, par semaine, par mois. C'est lui qui va consolider par lui-même. Ce qui va être important, c'est que c'est automatique, il n'y a pas de configuration à faire. Vous avez uniquement la petite réglette en bas que je vous montre ici, la réglette jaune. Et à partir de là, dès lors que vous allez créer un share ou un partage ASMB ou NFS, vous allez sélectionner, alors par défaut, elle est sur un an. Après, vous allez pouvoir la mettre là où vous positionnez. Alors sur les sauvegardes, en général, elle est positionnée entre 3 semaines et 1 mois. Sachant que ça, c'est le snapshot c'est la possibilité de faire un retour arrière au niveau du partage. Donc, ce qui va être important, c'est qu'il n'y a pas non plus, on n'est pas sur du copy on write. On est sur on va dire, si on doit comparer avec une technologie, c'est la redirect on write. S'il n'y a pas de pénalité de performance. Les données, vu que c'est du mode objet, ne sont pas réécrites. Dès lors que vous avez écrit un objet, si vous modifiez la date dans le fichier, par exemple, et ben, automatiquement, il va recréer un autre objet. Donc, vous allez avoir une notion de versionning, de mode continu. Et c'est ce versionning-là qui va nous permettre, en cas de problème ransomware, on va être capable de faire une restauration ou un retour arrière à la date où on se retrouve avec un système sain. Donc après, la grosse question, c'est de se mettre où je vais mettre le curseur. Donc après, l'idée sur la sauvegarde, c'est peut-être pas non plus le mettre trop long, mais pas trop court non plus. Donc aujourd'hui, raisonnablement, après c'est à vous de voir. Ce que je vois moi sur les configurations que l'on met en place, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc comment on parle snapshot, bah, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait on écrit des partages NFS et des partages aussi SMB, c'est vous qui choisissez ou vous faites les deux, il n'y a pas de problème. En fait, on va faire du continu snapshot. Et dès lors que vous allez avoir, mettons, un ransomware qui va attaquer vos données, ben on va faire la notion de promotion du snapshot, qui se retrouve avec un système sain. Donc là, je vous ai fait un commande snapshot. Ça, c'est des commandes directement sur la machine. Et là, vous avez, on va dire, principalement toutes les lignes de commande à votre disposition pour avoir la possibilité de représenter un snapshot sain. Globalement, à chaque fois que vous avez un snapshot, vous avez un snap ID. Dès lors que vous avez repéré le snap ID avec la date qui va bien, bah, vous allez pouvoir le présenter, vous faites un snapshot promote. Ça, bon, là, c'est un exemple sur le public. Vous mettez le snapshot. Donc là, c'est le 15, mais là, ça pourrait être le 6236, par exemple. Vous mettez le nouveau nom du partage. Et puis voilà. Donc, vous voyez, en quelques commandes, vous avez la possibilité. Donc, vous avez la même chose. Et en plus, c'est en français. On a un petit guide alors qui est plutôt orienté là sur OneSafe et UDP. UDP qui est le logiciel de sauvegarde ArcServe. On va voir qu'il n'y a pas que celui-là, on a aussi un autre. Et en fait, là, je vous ai fait un petit snapshot en fait des lignes de commande, on va dire, à mettre en place dès lors que vous avez, on va dire, été, on va dire, attaqué et repositionner le partage qui va bien pour pouvoir restaurer vos machines. Voilà.
Hop, voilà. Et donc après, vous avez, alors là, c'est juste les consoles, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc là, pourquoi je vous en montre deux? Parce que la première, celle qui est en bas, la jaune, ce que j'appelais jaune, et puis là, je vais appeler la bleue. La jaune, c'est la Legacy. On va dire, c'est celle qui aujourd'hui, qui tourne, qui fonctionne et qui aujourd'hui et permet de configurer vos baies. Ce qui va se passer cette année, ou je pense dans quelques mois, va avoir arrivé, on va dire, la nouvelle. Alors là, je ne l'ai pas mis à jour, mais disons que là, ce sera ArcServe One System, qui sera, on va dire, vous aurez à peu près la même chose qu'ici, mais qu'elle sera, on va dire, orientée dans une nouvelle console qu'on appelle One System au niveau de notre, entre guillemets, dans notre cloud. Encore une fois, si vous voulez l'avoir aussi en private, vous pourrez l'avoir aussi en private. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de l'avoir dans le cloud. J'ai vu des clients commencer avec la private et aujourd'hui, ils nous demandent de le mettre dans le cloud. C'est plutôt la tendance private vers cloud. Mais après, vous avez le choix. Donc là, j'ai fait un petit snapshot aussi de la console. Donc là, la console, comme vous pouvez la voir. Alors ici, ne soyez pas surpris, effectivement, ce n'est pas le modèle 4512, c'est un 4417. Le 4417, comme vous voyez, 44 c'est la génération et 17 c'est 17 disques. Donc ici, vous avez 12 disques à l'avant, vous avez les 2 disques à l'arrière et 3 disques à l'intérieur. Si vous connaissez Dell, vous avez le même châssis, on va dire, en serveur. Vous allez en avoir un autre qui va arriver courant de l'année, ou même 2 autres châssis qui vont arriver courant de l'année, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, un petit quiz. La technologie RAID a vu le jour en quelle année? Je vous donne un indice. C'est la sortie à l'époque, on disait la guerre des étoiles de Star Wars. Donc, je vais vous donner la réponse. C'est 77. Alors, pourquoi je parle de ça? Vous direz, oui, pourquoi il parle du RAID? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le RAID, c'est fiable, ça marche, mais il y a un seul problème avec le RAID aujourd'hui. C'est la reconstruction des disques. Donc ça va bien si j'ai un disque de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tera. On va dire c'est encore, on va dire entre guillemets, jouable. Dès lors qu'on va dépasser, on va dire, une valeur plus importante, ben là, je vais avoir un problème de reconstruction. Si vous êtes en trafic, enfin, parce qu'en général, quand on recrée un disque, une reconstruction d'un disque, c'est que on n'arrête pas les applications. Donc ça continue de tourner. Et donc ça affecte les performances et surtout le temps de reconstruction. Pendant ce temps-là, je croise les doigts que je n'ai pas un deuxième disque qui tombe. Comme on va parler de disques de grosse volumétrie, ça va devenir un très gros problème, ou c'est déjà devenu un très gros problème. Si je prends, mettons un disque, ce n'est pas encore le plus gros du marché, le 12 Tera, si je prends à peu près un jour par Tera, ça va faire 12 jours. Pendant 12 jours, je ne dors pas. Ça devient, on va dire, un problème. Et donc, on veut aujourd'hui, l'objet va devenir va permettre de réduire ce temps-là. Là, j'ai pris un cas de nos bench. Donc ça, c'est l'ancienne génération, c'est les 4312, mais disons que j'ai 36 disques de 8 Tera. Je suis rempli à 63%, donc ça fait à peu près 5 Tera. Si je dois remplacer un disque de 8 Tera, pardon, je mets 24 heures. Donc là, je vais mettre à peu près un jour pour restaurer 5 Tera. On n'est plus sur de la reconstruction, on est sur de la copie d'objets. Donc, sur 3 copies d'objets qui sont répartis sur 3 disques différents. Dès lors que je vais recopier, je vais, on va dire, faciliter le temps pas de reconstruction, de remise en état de mon disque. Et ça devient de plus en plus important. Ce slide-là, je l'ai depuis, comme vous voyez, depuis 2016. Alors, pourquoi je l'ai gardé? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si Get assure pouvoir fournir d'ici 2020 des disques d'une capacité de 20 Tera. Et moi, c'est ce que je voulais savoir. Et on y est. On est en 2023, on a déjà les disques de 24 Tera. Et en plus, ils préconisaient déjà à l'époque, HMR atteint la barre des 60 Tera. Donc, que ce soit Seagate, Western Digital, Toshiba, ils sont tous, on va dire, depuis plus d'une dizaine d'années en train de travailler sur la futurologie des disques. Les disques, c'est de la techno à l'intérieur. Il y en a on a rajouté les têtes sont en laser. Vous avez aussi rajouté de l'hélium dans les disques. Donc c'est pas anodin. Aujourd'hui, il y a une guerre aussi effectivement entre le SSD et les disques durs. Ce qui va se passer, c'est que la guerre, c'est une question de coût. Donc on est là-dessus aujourd'hui. Ce que j'ai vu en fait il y a 6 mois, en fait, vous avez dire Seagate qui a promis de lancer des disques de 30 Tera d'ici cette année.
Donc là, on commence bien à voir que le RAID n'est plus adapté sur ce type de technologie. Ce qui va se passer, c'est que là, quand vous lisez, c'est 2024-2025, des disques de 40 Tera, 26, 50 Tera. Donc là, on y est, c'est parti. Donc dès lors qu'on va avoir ces disques-là, et je pense aussi qu'ils vont aussi de plus en plus arriver sur le marché. Pourquoi? Parce que comme on a vu aujourd'hui, l'électricité devient un problème. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les consommations des disques. Si vous regardez un disque aujourd'hui de 18 Tera, il va consommer la même capacité, la même consommation électrique qu'un disque de 4 Tera. Aujourd'hui, un disque consomme entre 7 et 8 watts. Donc, il va falloir aussi peut-être rationaliser les disques pour optimiser le coût de l'électricité. Donc là, je reviens encore au modèle, donc c'est tout simple, on va retourner plutôt dans celle-ci, voilà. Donc en fait, la série 4005, tout ce qui est intégré, c'est ici. C'est-à-dire que c'est un châssis avec 12 disques, c'est de l'Intel Xeon 4215, vous avez de la RAM 96 Go, vous avez de l'Intel Optane 128 Go deux fois, vous avez les disques, d'index, c'est là où on va mettre les métadata, vous avez deux disques de 2 Tera en M2, Power Supply double alim, User Drive, là, ça va dépendre des modèles. Donc, en fait, globalement, on a le 4512 qui est le modèle, et ensuite, vous allez l'équiper sur deux choses différentes. Vous avez la connectique réseau, donc ça, c'est du BAST ou du SFP+. Vous avez le choix. Vous devez, on va dire, le choisir au niveau de quand vous faites la commande. Ensuite, vous avez la volumétrie. En fait, la volumétrie va dépendre, c'est le nombre de disques que vous allez pouvoir mettre. Aujourd'hui, on va dire le 96 Tera, c'est 8 disques de 12. Si vous prenez le plus gros, c'est 216, c'est 12 disques de 18. Aujourd'hui, on est resté sur du 18 parce qu'aujourd'hui, on sait que les châssis pourront aussi supporter les 20-24, mais aujourd'hui, on ne les a pas encore sortis pour des questions de coût. Les disques 24 sont beaucoup trop chers, on va attendre qu'ils baissent pour pouvoir les rajouter. Mais sachez que vous êtes capable de mettre des disques de 24 sur ces châssis-là, même des 12 ou du 18. Même vous pouvez mettre entre guillemets n'importe quel type de disque. D'accord. Encore une fois, c'est du mode objet, donc vous allez pouvoir configurer comme vous voulez. Nous, on vous propose les disques, les châssis chargés, sachant que là, comme vous pouvez voir, il y a 8 disques de 12, vous avez 4 slots de libre. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir dès maintenant avec le 4512. On risque d'avoir dans les prochains mois aussi d'autres châssis sur lesquels je vous en parlerai plus tard. Mais disons, sur le modèle, c'est la même chose. Il y en aura plus et peut-être moins. Donc le 4005, donc qu'est-ce que vous avez dans le 4512? 96, 144, 216, ça c'est la volumétrie, RAW capacité. Et en fait, vous avez 12 slots de 3 pouces et demi. C'est des disques de 1 à 12 Tera. Alors, je dirais que là, même le 4512, ici, vous avez le 1 à 18 Tera, c'est le 45 216. Vous avez ici le nombre de. Alors là, c'est la multiplication x7, hein, vu que le cluster, c'est 7 x 9. Et vous avez 4 ports de 10 Go de disponibles. Vous avez aussi un port facultatif. Si vous voulez, vous pouvez rajouter, on va dire, une carte complémentaire pour pouvoir, on va dire, rajouter du réseau. Donc ça, c'est. Alors là, je n'avais pas le 4512, mais le 4512, il est tout simplement, c'est ça. Vous avez 12 disques ici, en face avant. Ici, vous n'avez pas les disques. Et là, vous avez des 4 ports 10 Go à disponible avec la carte supplémentaire à disposition ici que vous pouvez rajouter. Donc ça, vous allez avoir la fiche technique si vous, au niveau des hands-out du webinaire, vous avez les fiches techniques à disposition. Ici, alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est très souvent le cas, c'est qu'on a beaucoup de configurations, on commence avec un châssis et rapidement le client rajoute un deuxième nœud. Alors, si vous n'avez pas des ports 10 Go, l'interconnecter directement en back-to-back. Il est fortement déconseillé de le mettre avec le port 1 Go en interconnexion. C'est-à-dire que là, le port groupe 1, vous ne le mettez pas ici, pas sur les ports 1 Go. Vous êtes obligé de le mettre sur les ports back-to-back. Okay, c'est l'IPv6 et vous le mettez en back-to-back. Par contre, c'est reculé pour mieux sauter. Si demain vous me dites, bah oui, mais bon, j'en ai besoin de 3, obligatoirement, vous allez avoir un besoin de port de 10 Go, un réseau.
Voilà. Donc l'évolution peut se faire, on va dire, entre guillemets, au fil de l'eau. Comme beaucoup commencent petit, un seul nœud, et après on rajoute. Donc, les cas typiques. Alors, Arcserve, on est dans la sauvegarde, bien sûr. Donc, on a vraiment, on va dire, poussé la solution dans notre environnement. Donc, on ne fait pas que Arcserve. Comme je vous disais tout à l'heure, on est agnostique. Donc, on va aussi faire du Vim parce que c'est un des leaders aussi de la sauvegarde. Donc, on va pouvoir amener, on va dire, notre baie derrière du Vim. On peut faire du Veritas, on peut faire du Compvote, on peut faire tout ce que vous voulez. Tant que c'est du SMB-NFS, entre guillemets, on est candidat. Donc, Vim, alors pourquoi on parle beaucoup de Vim? Parce qu'on en a fait pas mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on avait commencé avec la 9.5, on continue même avec la 11 et bientôt la 12, parce qu'en fait, ça ne va pas changer énormément. Ça, c'était un cas en fait sur lequel en fait on s'est retrouvé un client qui avait rajouté une baie de stockage de 80 Tera pour sauvegarder une cinquantaine de VM. Il l'avait acheté pour 3 ans et au bout de 6 mois, elle était pleine. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Vim, ils font régulièrement des foules et les foules, bah, c'est linéaire. Donc, la déduplication qu'ils avaient mis en place, elle était très faible. Et donc, il s'est retrouvé à avoir, au bout de 6 mois, une baie pleine et il était obligé, en fait, de réduire ses temps de rétention pour pouvoir continuer à sauvegarder tous ces environnements. Donc, ce qu'on lui a proposé, c'est de mettre en place, on va dire, notre solution. On a juste bifurqué, c'est-à-dire qu'on a dit, OK, la destination de votre sauvegarde, vous la continuez pour l'instant ou vous la gardez pour garder vos rétentions. Et on va basculer sur la nouvelle infra qui est l'infra OneSafe. Ce qui va nous amener, en fait, à avoir deux choses. C'est on va amener une amélioration des temps de rétention, des points de rétention, pardon, et une amélioration de la déduplication. Ces deux points qu'il n'avait pas au préalable dans son architecture, bah, il a acheté en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça lui a sécurisé, on va dire, son environnement de sauvegarde actuel. Et pourquoi ça a sauvegardé? C'est que quand on a fait, on va dire, un POC avec lui, ben, en fait, il s'est retrouvé, et non plus avec une dédupe de 1.6, on a fait, bon, OK, on enlève la dédupe chez Vim, la compression, et on va la mettre à la volée dans notre baie. Et directement, on s'est retrouvé avec une dédupe de 8. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez en fait le graphe là, vous allez avoir les taux de déduplication qui sont ici. Et en fait, ça se passe le week-end. Donc le week-end, ben, les taux vu qu'il faisait dans sa politique de sauvegarde des sauvegardes full, ben, automatiquement, ben, les taux de déduplication ont été très importants. Parce que nous, on travaille au niveau du global et non pas au niveau des tâches, comme Vim le fait. Et ce qui va se passer, c'est que nous, dès lors que vous allez avoir 50 VM, 50 Windows 2022, et ben en fait, on va récupérer, on va dire, cet avantage. Au début, quand vous allez faire les premières sauvegardes, vous êtes linéaire, et après, on va être globalement flat. Et donc là, on voit bien, c'est qu'en semaine, bah, les sauvegardes, bah, les duplications, il n'y en a pas, ce qui est normal. Et donc ça, c'est un point super important, c'est qu'on va amener, on va dire, de l'optimisation de stockage que Vim n'avait pas à faire et allonger le temps de rétention. Ce qu'il avait sur 3 semaines, il l'a passé à 6 semaines parce qu'il avait de la place. Ça, c'est un cas. Après, vous avez des cas. Alors ça, c'est serveur de fichiers. Donc, vous pouvez très bien utiliser un serveur de fichiers. Alors ça, c'est plutôt un cas américain, mais ça peut se pareil, c'est en France, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il y a un client qui avait, on va dire, mis sur du pur fleurage. Donc vous avez bien compris que c'était du SSD. Donc serveur de fichiers, enfin virtualisé. Vous avez des serveurs de fichiers Windows. Et en fait, bah, il avait plus de place et donc il avait besoin de rajouter des VM. Donc ce qu'il a fait, c'est que, enfin ce qu'il a fait, il a fait un devis chez PowerFlash et puis il a dit non, ça ne va pas être possible parce que rajouter une deuxième baie, bah, c'était hors budget. Et en fait, ce qu'on lui a proposé, il dit, bah voilà, votre serveur de fichiers, il n'a pas besoin d'être sur du flash. Si vous pouvez, oui, mais bon, après, pour des questions, on va dire, de performance, ce n'est pas nécessaire. Donc, on a migré les données sur une autre plateforme qui est la partie OneSafe, qui est ici. Et donc, on a libéré de l'espace au niveau de l'environnement virtualisé, qui a permis, on va dire, de continuer sa progression. Ça, c'est un cas. Encore une fois, là, c'est un cas typique. C'est le stockage est une question de coût.
Après, on a aussi la possibilité on a aussi pas mal de clients qui ont commencé entre guillemets petits et puis commencent à croître. Et donc, ils ont plein de petits NAS par-ci par-là. En fait, l'idée, c'est de centraliser les NAS sur un même unique. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir 7 châssis et un single namespace si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, la solution ArcServe, on a une solution de bout en bout. Aujourd'hui, on vous a proposé de la baie OneSafe, la baie de stockage en mode objet. On a aussi la baie qui permet une appliance qui permet de sauvegarder votre environnement et aussi est capable de repartir sur cet environnement-là au niveau de l'appliance. On va se protéger avec Interceptix de Sophos. Et on a aussi la possibilité d'externaliser vos sauvegardes. Ça peut être sur 2 data centers. Et après, vous externalisez directement dans le cloud, ArcServe, AWS. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Des cas concrets, en fait, c'est des cas clients. Le Stade de France, qui était, on va dire, sur un environnement Vim Backup, ils ont fait aussi la constitution de stockage, l'immuabilité mise en service. Ce qui est important, c'est qu'ils avaient une équipe IT réduite. Donc, en fait, c'était une machine qui est set and forget. C'est-à-dire que même, ils ne savaient même plus qu'elle était là, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Le SD62, là, ils sont rendus, ils ont commencé il y a 3 ans à peu près. Ils sont rendus à leur 4e baie. Ils stockent de l'environnement, des fichiers de Vim. Ils répliquent sur 2 sites distants. Ils ont aussi le stockage de vidéosurveillance et des appels téléphoniques qu'ils doivent garder pendant un certain nombre d'années, je voyais 10 ans pour la conformité. Donc en fait, tout ça en fait va permettre de protéger les données de leur environnement. Vous avez un autre cas, ça c'était de la sauvegarde Shadow Protect, StorageCraft avec de l'archivage à long terme. Concorde, c'est un constructeur de camping-car. Et ce qui les intéresse, eux, c'est que si, mettons, vous avez, mettons, la poignée qui est cassée de votre camping-car, qui a une quinzaine d'années, eux, ils sont capables, avec le plan, de vous reproduire la même pièce. Donc, ils peuvent demander une commande à distance. Donc, l'archivage pour eux était très important. D'où la nécessité de le mettre dans un environnement, entre guillemets, plus sécurisé en termes de stockage. Et je vais finir par le dernier et le premier. En fait, c'est le dernier cas, mais c'est le premier cas. C'est notre premier client américain qui est Kawasaki Motors, qui avait commencé avec une baie et qui en fait maintenant il a à peu près, alors c'est 1,8 péta, mais ça c'est 1 an ou 2, donc on peut dire qu'il a 2 pétas de données. Et donc en fait il a commencé avec des serveurs de fichiers, de la CAO, de la FAO, il a des sauvegardes de Vim, vous voyez, 500 Tera de Vim, il fait de l'immuabilité, il a répliqué sur un site secondaire, globalement, et il a toute option. Donc ça, ce sont des clients ou des cas sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Là, j'ai des cas, alors là, ils ont été, on va dire, entre guillemets, là, c'est StorageCraft parce que c'était à l'époque des clients StorageCraft. Maintenant, en fait, vous avez les mêmes documents qui sont en mode ArcServe. C'est quelque chose que l'on peut vous communiquer si besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant la démo? Je pense pas. Pour l'instant, je ne vois rien. On va aller voir. Est-ce que je vais aller voir là? Hop. Je vais juste vous montrer la console pour ceux qui s'intéressent. Tac. Voilà. Hop. Oh là. Trop vite. Là, donc ça, c'est une baie qui est basée à Barcelone, dans notre siège européen. Et donc là, vous voyez le cluster. Alors là, j'ai qu'un seul. Vous voyez le châssis. Donc vous avez la capacité utilisée. Vous avez la capacité RAW. Le cluster en quel état il est, donc il est en bon état. Et là, vous avez le taux de déduplication et de réplication. Alors là, j'ai pas un taux, on va dire, mirobolant, parce qu'en fait, j'ai pas de Vim derrière, j'ai plutôt de l'UDP et de serveur de fichiers. Donc là, j'ai un taux à aujourd'hui de 1,44. Si je regarde depuis le début, je suis à 1,54. Donc après, vous allez pouvoir configurer, vous allez pouvoir voir en fait la compression versus la déduplication. Et là, vous avez un état des lieux de la machine. Dès lors que j'ai cliqué sur la machine, je vais pouvoir avoir le châssis complet. Donc là, vous avez le modèle, donc c'est l'ancienne génération 4412, on est à 4512, mais globalement, c'est le même. Là, vous avez le numéro de série, la volumétrie. Donc là, j'ai des disques de 6 Tera, donc j'ai 12 disques de 6 Tera, vous pouvez regarder, ouais, c'est du HGST. OK.
Là, donc la mise à jour, dès lors que vous allez avoir une mise à jour, elle sera ici. Voilà. Ici, vous avez la console, la web console, c'est-à-dire que là, c'est en termes de configuration. On va aller la voir. Et ici, vous avez la console. Chaque châssis aura sa propre configuration. Donc, dès lors que je vais rentrer dedans, il y a des paramètres à configurer qui ne sont pas non plus énormes. C'est, on va dire, au niveau du réseau. Donc là, j'ai qu'un seul réseau. Par défaut, sur Active Backup, là, nous, on utilise du LACP. Okay, le Jumbo Frame à 1600, mais si vous avez un réseau fiable et qui est en Jumbo, pas de souci, vous pouvez le faire. Vous avez ici le management. Là, ici, le management, ça, c'est la console, l'URL. Donc, l'URL, pour nous, on est dans le cloud. Donc, on est sur notre infra. Donc, on est sur onesystemexaplos.com. Ça, c'est la cible. Si vous voulez avoir la VM chez vous, bah, vous mettrez l'adresse de la VM qui est chez vous. Et vous avez la notion de cluster. Allez. Voilà, donc cluster. Donc là, il est configuré. Là, vous avez la possibilité. Alors, par défaut, on va plutôt aller sur du copy 3. Copy 3, ça veut dire 2 disques drive failure. Si vous voulez faire du copy 2, vous pouvez. C'est-à-dire vous cliquez là et vous faites update. Et là, il va s'amuser à aller pointer tous les objets et à dire au lieu d'en avoir 3, il m'en faut 2. Donc, si mettons vous êtes à 80% avec des copies 3 et vous voulez récupérer rapidement de la donnée, enfin, rapidement, c'est pas en instantané, hein, c'est pas en 5 minutes, hein, ça va prendre plusieurs jours pour récupérer, on va dire, 30% de vos données. Donc, vous passerez de copie 3 à copie 2. À copie 2. Donc, vous pouvez jusqu'à perdre un disque par, par cluster. Donc, ça c'est possible à la volée. Alors, je vais revenir ici. Donc, ici, vous avez le châssis. Après, vous avez dans les user groups. Donc, les user groups, bah, tout simple, vous allez configurer les utilisateurs, enfin quand je dis les utilisateurs, ça peut être, on va dire, le serveur Vim, le serveur UDP, le serveur XYZ, sur lequel vous allez être capable d'accéder au partage. Les partages, bah, c'est tout simple. Vous allez dans partage et vous faites add. Ici, vous faites add et là, vous allez pouvoir ajouter un partage. Vous allez pouvoir choisir SMB, NFS. Vous allez, alors, fortement déconseillé anyone. Hein. Donc, vous allez mettre en mode restricted. Vous allez sélectionner avec qui il va s'interconnecter. Et à partir d'ici, vous avez la politique de stockage qui va être importante. Donc, moi, je vous conseille d'aller sur Custom. Et là, vous allez avoir tous les paramètres. Et là, comme je vous avez dit tout à l'heure, vous aviez 1 an. Là, vous allez pouvoir la mettre, mettons, à 3 mois. Encore une fois, là, ça va être modifiable. Si demain, vous voulez la modifier, vous allez pouvoir la modifier, mais avec la notion de double authentification, c'est pas si simple que ça pour modifier. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de faire enable. Alors, version Vim, c'est ce qu'il faut mettre. Enable compression et enable variable length. Si vous faites de l'UDP, c'est comme ça. Alors, pourquoi on ne décoche pas UDP? Parce que la question, je l'ai eu régulièrement, mais disons que UDP travaille au niveau à la source. Donc, la déduplication, elle est très importante. Donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser la déduplication de la baie. La baie, en déduplication, c'est directement à la volée. Donc, dès lors qu'il va avoir arrivé des baies, bah, disons qu'il ne va pas dédupliquer. Mais disons qu'il faut le laisser en mode. Parce que si je le mets comme ça, c'est pas que je l'ai mis disable, c'est que je passe en fixed length deduplication. Donc, quand vous faites du UDP, on va vous conseiller de vous mettre comme ça. Et si vous faites du Vim, vous mettez comme ça. Et s'il y a d'autres, vous nous dites et on vous conseillera sur ce qu'il faut faire. OK? Et on va finir par les settings. Les settings, ici, alors, si vous faites du serveur de fichiers, bah, vous pouvez configurer l'Active Directory. Fortement déconseillé quand vous faites de la sauvegarde. C'est soit l'un ou soit l'autre. Soit vous faites un serveur de fichiers, mais vous ne faites pas non plus un serveur de sauvegarde. Vous avez aussi les virtual IP address. Alors aujourd'hui, si vous n'avez qu'un seul châssis, ça ne sert à rien. Mais disons que vous pouvez très bien le configurer dès le départ. Comme ça, l'IP, ce sera l'IP que vous allez utiliser pour vos applications. Et dès lors que vous allez rajouter des nœuds, bah, ils seront en fait associés à cet IP. C'est ce qu'on appelle une virtual IP address.
Les réplications, bah là, vu que j'ai un seul châssis, je ne vais pas pouvoir montrer, mais vous pouvez très bien avoir plusieurs nœuds, enfin plusieurs clusters de disponibles et vous allez avoir la possibilité de voir la réplication entre les châssis. Et les reports, donc là, les reports, bah là, je ne vais pas avoir grand-chose à vous montrer. Share utilisation, donc là, vous allez voir des partages, vu qu'on fait du multi-partage. Là, ici, RPS, ça, c'est notre logiciel de sauvegarde qui est connecté. Ici, bah, vous avez mon environnement qui est là. Donc voilà. Donc là, vous avez en salle de partage. Voilà, voilà. Donc je pense qu'avoir fait le tour, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Alors, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type de disque? Alors, n'importe quel, je dirais non. N'importe quel, en fait, on va vous proposer, on va dire, des disques, on va dire en général, enfin, c'est des disques NAS, c'est des 7200 tours minute, mais il faut que ce soit du Pro NAS. Ne mettez pas des disques de desktop parce que bah, ça va fonctionner, mais vous allez régulièrement les changer. Et en termes de, ils sont pas faits pour ça. Vous avez des disques aujourd'hui qui sont liés, on va dire, enfin, à la qualité du châssis. Aujourd'hui, il faut mettre du Pronas à l'intérieur. Alors après, Seagate, Western Digital, Toshiba, c'est vous qui voyez. C'est quelque chose qui peut être, on va dire, voir ce que vous voulez. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut centraliser les sauvegardes sur cette baie-là? Si j'ai ok, donc si oui, ça veut dire que oui. Alors, on a des cas où on a des partenaires qui centralisent les sauvegardes de leurs clients qui sont en local, qui permettent, on va dire, de transférer, de faire la copie chez eux pour protéger leurs données. C'est la copie externalisée et ils le font sur cette baie-là. Effectivement, oui, on a des process, enfin des process, pardon. Ils ont aussi, ils vendent, on va dire, ils vendent la notion d'immuabilité à leurs clients, de dire, OK, vous avez votre copie locale sur, on va dire, un petit environnement NAS, par exemple, et on va vous le mettre, on va dire, sur une copie un peu plus sécurisée au niveau de notre data center. Oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est du SMB NFS. Les solutions sont pas, on ne l'a pas figé uniquement à la notion de ArcServe. On l'a ouverte en tant que NAS, entre guillemets, standard. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas mettre des applicatifs. Enfin, on est surtout sur du secondaire. Ce n'est pas une baie qui va vous donner énormément d'IO. Encore une fois, les IO, c'est les SSD qui vont vous les donner. Donc, il ne faut pas se comparer à eux. Enfin, moi, je ne me compare pas à eux parce qu'on va perdre. Et c'est pas l'idée. Il faut bien positionner la baie. La baie, son positionnement, c'est baie de stockage secondaire. Et son importance, c'est de protéger les données. Donc, on va la protéger, mais on n'ira pas aussi vite que du SSD. Le SSD, il va aller vite, il va faire du bloc, il va modifier ses cellules. Nous, on ne va pas les modifier. C'est-à-dire qu'on va, dès lors qu'elle est écrite, on va aller réécrire une autre cellule, enfin une autre cellule, un autre endroit. Ce qui veut dire, c'est que demain, je vais être capable de revenir en arrière. C'est l'idée de notre immuabilité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Sinon, vous connaissez mes coordonnées. Je suis Guillaume Médon, donc guillaume.médon et maidon@arcerf.com. Vous pouvez me contacter. On peut envisager une autre présentation ou ce que vous voulez un peu plus de détails sur certains domaines. N'hésitez pas, on est là pour ça. On travaille aussi en mode projet. On est à disposition. L'équipe Arcerf France est à disposition, donc n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je vous remercie par avance d'être venu à cette session
Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir.